Non, ce qui est important, c'est de la regarder, la planète. C'est de la regarder bien. They lied to us. They knew what was going on all along. Télévision plein à craquer dans la banlieue de Tel Aviv. Il est presque 22h. Dans quelques minutes va démarrer en direct le programme événement de la télévision israélienne. Le chauffeur de salle prépare le public au show d'Eli Gatzpan, un comique féroce qui 4 fois par semaine regarde les travers de la société israélienne et se permet de rire. לא תמצאו זה בשום מקום אחר, רק בערוץ הקניות כאן בחוג'ה ברבון. ונעבור למוצר הבא, חגורת נפץ של גוצ'י מתאימה למסעדות ואירועים חגיגיים. היצרן מבטיח מינימום 10 הרוגים. Come you and your family to this מאחז. No, it's legal. Fuck the government. All the government, they shit. All right, quickly before they disappear these places. רימונית התנועה של הערבי שם כואב הראש, תני לו כדור, ילדה טובה. Bonsoir et bienvenue en Israël, un pays qui souffre notamment de son image à l'étranger. Mais comment parler d'Israël qu'on connaît surtout au travers de la guerre avec les Palestiniens? Quelle image donner de ce petit pays, grand comme la Bretagne? Quoi qu'on fasse en fait, les images montrées vous cataloguent en pro ou en anti-israélien, voire même en antisémite. Ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible d'évoquer ce pays sans tenir compte du poids de son histoire. La Shoah, qui fait qu'encore aujourd'hui, les Israéliens craignent par-dessus tout la remise en cause de la légitimité de l'existence de leur État. Malgré ces écueils, nous allons vous montrer pourquoi Israël est aujourd'hui à la croisée des chemins en posant les questions les plus dérangeantes. Israël, questions interdites, c'est le 5e numéro d'Un œil sur la planète. S'il existe bien un mot tabou aujourd'hui en Israël, c'est le mot de mur. Ici, on préfère parler de clôture de sécurité. Alors, c'est vrai dans certains endroits, mais dans ce faubourg de Jérusalem, il s'agit bien d'un mur comme vous pouvez le voir. Un mur qui divise la terre, qui sépare non seulement des Israéliens de Palestiniens, mais aussi des Palestiniens. Regardez par exemple ces boutiques. Elles sont pratiquement toutes condamnées, ce commerce vient de fermer et cette station-service devrait bientôt suivre. Son propriétaire, qui habite à 2 minutes d'ici, doit désormais mettre 2 heures pour rentrer chez lui de l'autre côté du mur, car il a un détour à faire maintenant de 25 km. Alors, avec cette construction, avec l'occupation des territoires, avec le comportement d'un certain nombre de soldats, des voix en Israël s'élèvent pour dénoncer pareils agissements. Israël est-il en train de perdre son âme? Un reportage d'Agnès Varagnan. Attentats, répression, occupation, il faut sortir de l'engrenage de la violence, sinon Israël court à la catastrophe. C'est le cri d'alarme de 4 anciens patrons du Shin Bet, le service de sécurité d'Israël. En novembre dernier, ces patriotes appellent à un sursaut du pays.
Nous sommes en train de devenir des occupants professionnels. Je crois que j'ai utilisé ce mot. Et je dis ça de manière péjorative. Des occupants professionnels qui veulent gagner avec les poings en utilisant la force. Je suis contre ceux qui pensent qu'en opprimant, en forçant, en tuant et en humiliant les Palestiniens, on les fera ramper vers la table de négociation. La majorité des Israéliens pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et que nous devons céder ces territoires. Comme ça, nous serons débarrassés de la population palestinienne qui y vit. Depuis le début de la seconde intifada, le terrorisme a coûté la vie à près de 900 personnes en Israël. Je condamne les Palestiniens, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que doit faire Israël pour son propre avenir. Ce n'est pas de chercher à qui la faute. Les Palestiniens sont mauvais, méchants, meurtriers, tout ce que vous voulez. Je ne les défends pas, bien au contraire. Ils sont responsables de ce qui se passe ici. Mais le problème, ce n'est plus de savoir qui il faut accuser. La question, c'est que doit-on faire pour rendre notre vie meilleure et plus facile? Je ne crois pas que l'État d'Israël soit menacé par le terrorisme. Le terrorisme n'est pas une menace pour l'existence de l'État d'Israël. C'est dramatique. La population paie le prix fort, mais ce n'est pas une menace pour l'État d'Israël. Ce constat émane de l'ancien président de la Knesset, le Parlement israélien. Selon lui, la sécurité du pays ne doit pas être le prétexte à l'occupation des territoires palestiniens. Et puis il y a la prise de position de héros de l'armée comme Iftar Spector, un as de la chasse israélienne. En 1981, il participe au bombardement de la centrale nucléaire irakienne d'Ozirak. Israël doit arrêter les terroristes, parfois en utilisant la force. Mais ça ne donne pas le droit à Israël de tuer des gens innocents. Israël doit arrêter les terroristes, parfois même les tuer. Je suis d'accord. Mais il y a des lois pour faire la guerre. Même pour combattre, mener une guerre, vous devez respecter la loi. Sinon, vous êtes exactement comme les terroristes. Avec Iftar Spector, 26 autres pilotes signent en novembre une pétition. Ils refusent toute mission dans les territoires palestiniens. Vous ne verrez pas leur visage. L'armée de l'air les a sanctionnés, mais ils espèrent revoler un jour et pour cela doivent rester anonymes. Le sang de nos familles et de nos amis nous aveugle. Ce que nous demandons aux gens, c'est qu'ils lavent ce sang et qu'ils regardent de l'autre côté, reconnaissent et voient qu'il y a des êtres humains en face d'eux. D'accord, certains sont des terroristes. Oui, peut-être que ces terroristes méritent de mourir. Ce que je dis, c'est que juste à côté de ces terroristes, il y a une nation tout entière. Est-ce qu'on doit laisser les terroristes nous dicter notre morale ou est-ce qu'on la définit nous-mêmes? Je peux vous dire que depuis que je suis dans l'armée, j'ai pu voir et je vois à quel point cette limite a été repoussée. Il y a 3 ans, un pilote de chasse n'aurait jamais pensé qu'un jour, il pourrait décoller du centre d'Israël, voler 2 minutes, s'arrêter au-dessus de Gaza et balancer une bombe d'1 tonne juste au milieu d'une zone très peuplée. On envoie les meilleurs pour ce qu'on appelle parfois cyniquement une opération chirurgicale. Mais on fait ça à la hache. Et peu importe que tu sois un excellent chirurgien, un bon professionnel avec une conscience, de toute manière, du sang innocent va couler. Je me suis engagé dans les forces de défense israéliennes, pas dans les forces d'occupation israélienne. Et c'est quelque chose de très très clair pour moi. L'occupation qui, selon ces militaires, corrompt la nation israélienne.
Pourquoi déshabiller les gens pour savoir s'ils ont une carte d'identité? Pourquoi arrêter une ambulance où se trouve une femme en train d'accoucher? Ceci n'est pas humain. Nous avons le pouvoir d'être polis et on ne s'en sert pas. On se sert de notre pouvoir pour être impoli. Et ça n'a pas de sens pour moi. Si vous êtes allé là-bas, vous avez vu quelle éducation mon garçon, mon fils, reçoit là? Quel genre de violence il ramène à la maison? Comment ça se traduit dans sa conduite, dans ses relations avec sa famille? Zeev Sternel est un historien connu, spécialiste de l'extrême droite française. Pour lui, le conflit actuel n'a plus rien à voir avec les premières guerres d'Israël. J'ai fait 4 guerres, je les ai faites contre des armées arabes, 3 fois contre les Égyptiens. Jamais nous n'avions affaire aux populations civiles. Pour la première fois aujourd'hui, le soldat, le tankiste, le parachutiste, l'officier de commando se trouve face à une population civile dont il a peur parce qu'il ne sait jamais où se trouve le danger et face à laquelle il joue le rôle de garde-chiourme. Et cela, le sionisme ne l'a jamais voulu. Le sionisme n'a jamais voulu transformer les Arabes palestiniens en habitants d'un grand camp de concentration, parce que c'est ce que la Cisjordanie en fait est devenue. Selon Ariel Sharon, faire barrage au terrorisme exige la séparation entre les deux peuples. Séparation, c'est un mot. Ça veut dire apartheid en Afrique du Sud. Celui qui parle d'apartheid, c'est Meron Benvenisti, l'ancien maire adjoint de Jérusalem. C'est quoi la séparation? Une séparation dans quelles conditions? Dans des conditions d'égalité? C'est fantastique. Mais si la séparation veut dire que je vais parquer l'autre dans une réserve d'Indiens, avec une clôture autour, alors la séparation, ça signifie la prison. Supposons, on met un mur. Supposons, dans ces perspectives maladives, à mon avis, perverses, de créer un mur entre eux et nous, va nous protéger. Mais alors, où on va mettre le 1,1 million Palestiniens qui font 20% de la population israélienne, qui sont israéliens? On va aussi faire un mur entre eux et nous? Et après, qui c'est qu'on va encore emmurer? Les juifs qui ne sont pas 100% juifs? Les Russes qui ne sont pas tous juifs? Les travailleurs immigrés? Mais c'est une philosophie perverse. La vie n'a plus de sens. De vivre dans un enfermement permanent, c'est ça qu'on appelle la folie. Ces hommes qui se dressent affirment écouter leur conscience. Beaucoup parlent au nom d'un idéal, celui du sionisme, qui voulait, après les pogroms et la Shoah, créer sur cette terre un refuge pour tous les Juifs. Israël devait incarner la lumière des nations. L'État juif se devait d'être le pays de la justice et de la morale. Nous perdons, jour après jour, ce qui faisait l'État juif. Nous perdons nos valeurs morales et notre raison d'être ici. Être juif, c'est par définition exiger de moi-même bien plus que je ne demande aux autres. C'est un défi, c'est ma raison d'être. C'est tout ce qui fait un juif. C'est assumer une mission morale, c'est porter un message de paix, c'est accepter d'être meilleur parce que tu es un enfant de Dieu. Faire partie du peuple élu, ce n'est pas être en pilotage automatique. Pour moi, être élu signifie que le bon Dieu me rappelle, Abraham, tu as une charge supplémentaire, tu as plus de responsabilités, tu dois en faire plus, et j'en fais plus. Comme l'écrit Abraham Burg, le rêve sioniste est-il mort? Pour ces hommes, Israël est en train de perdre son âme. Pour eux, les Juifs d'Israël, issus d'un peuple victime, risquent de devenir bourreaux.
56 ans après sa création, ce si jeune État, investi par ses fondateurs d'une mission si particulière, est devenu un État comme les autres, avec, lui aussi, des pages noires dans son histoire. Ces paroles fortes émanent d'une minorité en Israël. Près de 2 Israéliens sur 3 ont réélu Ariel Sharon et soutiennent sa politique de fermeté. Voilà ce qu'on entend au marché de Jérusalem à propos de ces hommes qui osent dénoncer cette politique. Ils ont le droit de parler. On est dans un pays démocratique. Ils ont le droit de tout dire. Mais vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous pensez des refusniks, ceux qui refusent de faire leur service militaire dans les territoires? Il ne faut pas aller là-bas. D'abord, je pense qu'il faudrait les attraper et ensuite les punir très sévèrement. Les Juifs, ils n'ont jamais perdu la morale parce qu'ils ont la valeur d'avoir un pays. Le monde entier, il a tout, chacun sa maison. Nous, on n'a pas eu une maison. Mais maintenant, on a une maison. Mais y compris en construisant un mur, monsieur? On est obligé de le construire tout le temps. Ils sont en train de nous tuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On ne peut rien faire d'autre. Il y a des gens qui viennent ici se faire exploser et après il n'y a plus personne, plus de clients pendant un mois. Ici, on a construit des cafés, mais ils viennent se faire sauter. Les gens ne sortent plus de chez eux. On appelle ça une muraille de protection. Alors pourquoi vous êtes contre cette muraille de protection? Ça veut dire que vous n'avez pas envie qu'on se protège et que vous êtes satisfait uniquement quand il y a des attentats, quand on... C'est qui vous? Enfin, la France, quoi. Est-ce que vous trouvez que quand on est étranger à Israël, on ne peut pas critiquer Israël? Oui, on a le droit de critiquer. Mais apparemment pas. Mais ça, c'est pas une chose critiquable. On a le droit de se protéger contre les terroristes. Mais couper des familles, comme à Abu Dis, où il y a un mur qui passe au milieu d'un village, par exemple, palestinien, ça vous semble normal? Non, ça passe pas au milieu. Ça passe pas au milieu d'un village. C'est eux qui ont empiété sur nous. C'est tout, mais de toute façon, même là où ils sont, c'est chez nous. Toutes ces réactions peuvent vous paraître excessives, mais elles sont la conséquence directe de la peur des attentats. Et si à Jérusalem, les mots sont durs, eh bien, à Tel Aviv, où nous nous trouvons, on est dans un monde complètement différent. Tel Aviv, l'insouciante, Tel Aviv, la dynamique, qui ressemble davantage à Nice ou à Los Angeles qu'à Jérusalem, pourtant distante de 75 km seulement. C'est aussi cette réalité-là qu'Israël aimerait projeter à l'étranger. Israel's economy is growing by an average of 6% annually. Dynamic business activity has been spurred by the privatization of government-owned companies and a sophisticated capital market. It's a story you may not know. The story of Israel, modern, energized, and on the move. Israel with one of the fastest-growing economies in the world, where new ideas are transformed into world-beating business concepts. A state-of-the-art society that's stable and sophisticated. Israel, one of the most attractive investment opportunities on the planet. Cette image dynamique permet à Israël d'attirer, encadré par l'agence juive, de nouveaux migrants. 34 000 en 2002, près de 3 millions depuis la création de l'État en 1948. Ce centre accueille par exemple 1200 juifs éthiopiens. La plupart à leur arrivée ne parlent pas un mot d'hébreu. Durant 2 ans, ils sont pris totalement en charge. Le coût de cette intégration, $100 000 par personne, entièrement financé par la diaspora juive. Un effort considérable, le prix à payer pour préserver le caractère juif de cet État. Dans le pays, il existe plus d'une trentaine de centres d'accueil. Ils reçoivent les Juifs du monde entier, dont des Français, plus de 2000 l'année dernière, qui accomplissent leur alliance. Il y a combien de nationalités ici?
Ça dépend des jours, de manière générale jusqu'à 27. 27. Il y a vraiment du monde entier, et ne serait-ce que d'Amérique du Sud, on a vraiment 6-7 pays qui arrivent. l'Argentine. Cuba, Pérou, Argentine, Uruguay, et Mexique. Vraiment, et qu'est-ce que vous leur proposez ici finalement? Alors, on leur donne le cocon les premiers mois. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'étudier l'hébreu, ils ont la possibilité que nous les aidions à trouver les écoles et les crèches pour les enfants. Et vous savez pourquoi la plupart viennent ici en fait? C'est pas la plupart, c'est un petit pourcentage des immigrants qui viennent. Pourquoi ils reviennent en Israël? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'Alia alors? L'Alia, c'est la montée, c'est le Pourquoi retour. la montée? Parce qu'Israël, pour les Juifs, c'est le summum. Donc on a besoin de monter, d'arriver au sommet ici. Pourquoi les gens viennent? Pour chercher quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé dans le pays dans lequel ils sont nés, pour revenir à une certaine source, pour se sentir chez soi. Parmi ces nouveaux immigrants, certains vont choisir de s'installer au beau milieu du territoire palestinien, dans une implantation comme celle-ci, qui est gardée jour et nuit, soit pour des raisons économiques, soit le plus souvent par conviction religieuse. Pour ces colons, la Cisjordanie s'appelle en fait la Judée et la Samarie, terre sacrée d'Israël. Alors, pourquoi finalement, malgré des déclarations officielles apaisantes, la colonisation se poursuit-elle? Israël est-il devenu l'otage de ces colons qui ne représentent pourtant que 3% de sa population? La réponse avec cette enquête de Martine Laroche-Joubert et de Gilles Jacquier. Bus blindé. Gilets pare-balles et casques pour les colons. Soldats sur le qui-vive, 3 militaires ont été tués la veille par une kamikaze sur un checkpoint voisin. Nous sommes au carrefour de tous les dangers. Un point de passage à l'entrée de la bande de Gaza. Ici, 7500 colons vivent au milieu d'1 200 000 Palestiniens. Ces implantations ont été créées il y a plus de 30 ans, après la guerre des 6 jours, pour des raisons dites stratégiques. La frontière égyptienne est à quelques kilomètres. Nous prenons le bus vers l'implantation de Netzarim. La route s'enfonce en terre palestinienne. Les colons n'aiment guère les médias, mais ils nous ont envoyé pour guide Dina, une jeune fille au visage d'ange. C'est très dur de voyager sur cette route. Presque chaque jour, on cherche à nous tuer, à mettre une bombe dans le bus, à lancer une roquette, à nous tirer dessus. C'est pas facile d'être ici. Un trajet d'une vingtaine de minutes, nous arrivons à Netzarim, une enclave israélienne de quelques kilomètres carrés. Dès la grille franchie, des tirs. Ce n'est pas habituel. Ça arrive surtout pendant la nuit quand les terroristes essayent d'entrer ici. Mais ce matin, je ne sais pas ce qui arrive. Ça fait peur. Ce climat de guerre, un quotidien avec lequel ils ont appris à vivre. Comme tous les enfants, cela joue sur le chemin de l'école, mais les adultes, eux, marchent armés ou un livre de prière à la main. 60 familles à peine. Leur mission, servir de rempart, selon eux, en cas d'agression contre Israël. Voici ma réponse aux terroristes. Même si vous voulez me faire partir, que je ne sois pas ici, même si vous voulez me tuer, moi je resterai ici et je serai heureuse et je continuerai ma vie ici. Une véritable foi dans son rôle qui fait tenir Dina. Un rôle qu'elle récite comme une leçon. Les bons sont d'un seul côté, le sien. À Gaza, ces scènes bibliques sont trompeuses. Palestiniens et colons vivent dans un face-à-face mortel.
Les Israéliens ont construit des murs pour se protéger des tirs sur la route. Plus de 20 morts ici depuis le début de la seconde intifada. Jacques, d'origine française, nous amène à Kfar Darom, dans une usine plusieurs fois la cible d'attaques palestiniennes. Un contremaître proteste à notre arrivée. Non, je n'ai pas envie qu'il filme. Et puis que ça explose ici, la semaine prochaine. Ici, ils cultivent des salades d'un genre tout particulier. Ces salades n'ont pas d'insectes à l'intérieur et c'est une production surtout pour les religieux qui n'ont pas le droit de manger des légumes avec des insectes. La main-d'œuvre, autrefois des Palestiniens, aujourd'hui des Thaïlandais, question de sécurité. Jacques veille au versement de leur salaire à des milliers de kilomètres d'ici, plus difficile qu'avec les Palestiniens d'à côté. Les Thaïlandais, ça nous revient très très cher et ça ne nous convient pas. On préfère travailler avec les Palestiniens. Un Thaïlandais nous revient 3 fois, 4 fois le prix d'un Palestinien. Mais vous n'avez pas le choix. Et on n'a pas le choix. Jacques, arrivé en Israël il y a 20 ans, a fondé sa famille ici, dans une des colonies de Gush Katif. 7 enfants, une mentalité de pionnier. Il a suivi les incitations du gouvernement de l'époque qui l'a poussé à s'installer dans la bande de Gaza. Alors aujourd'hui, comme hier, il respectera d'éventuelles instructions. S'il y avait un ordre du gouvernement comme quoi vous devriez évacuer, vous partiriez? Absolument, absolument, tout le peuple. Il y a une certaine limite. C'est pas de nous mettre à la porte du pays d'Israël, mais... Il y en a qui disent qu'ils ne partiraient à aucun prix. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, mais le prix, c'est la paix. Partir comme Jacques ou rester comme Dina. Du comportement des colons dépend en partie une solution pacifique au Proche-Orient. À 2 heures de là, la Cisjordanie. De nombreux Israéliens vivent dans ces colonies parce que c'est moins cher, loyers attractifs et avantages sociaux. Certains accepteraient de partir en échange de compensations financières, mais sur 230 000 colons, plus du tiers vit dans de véritables villes autour de Jérusalem, comme ici, Ma'ale Adumim. Des villes que les Israéliens ne considèrent plus comme des colonies, elles sont déjà annexées de fait. L'avenir de la paix se joue ailleurs, là où idéologie et religion se confondent, comme à Hébron avec ses 500 colons. Ils ont quasiment vidé le cœur d'une ville de 120 000 Palestiniens. Vous parlez quelquefois avec des Palestiniens comme eux? Dans le passé, oui. Aujourd'hui, c'est très rare. C'est très difficile, vous savez, quand vous menez une guerre, vous devez être très prudent pour ne pas coopérer avec l'ennemi. L'ennemi, c'est le Palestinien. Alors on promène bébé, M16 en bandoulière. Une image difficile à assumer. Les Palestiniens ont dû fermer leurs boutiques depuis le début de la seconde intifada. Sur leur devanture, des graffitis « Morts aux Arabes » et partout l'étoile de David. Vous savez, je n'aime pas particulièrement les graffitis. Mais c'est la réaction des enfants quand ils se font tirer dessus. Alors ça n'est pas si mal. Des colons protégés en permanence par des centaines de soldats. Une présence qui revient chère à Israël, hors dépenses militaires. Un colon coûterait en moyenne 2 000 € de plus par an qu'un citoyen ordinaire. Au minimum le double, sécurité comprise. À Hébron se dresse le caveau des patriarches, un lieu sacré pour les juifs et pour les musulmans. Certains y viennent sous haute escorte. Il y a 10 ans, un colon, Baruch Goldstein, a tué ici 29 Palestiniens. À Hébron, recueillement et tragédie se croisent. Madame Zerbib est originaire d'Algérie. À 19 ans, elle arrive ici, entraînée par sa foi dans le grand Israël décrit dans la Bible. Un choix payé au prix fort. Lorsque notre petite fille Shalevet a été assassinée par des terroristes il y a 2 ans et demi,
C'est vrai que c'était très difficile, ça a tout remis en question, mais en fin de compte, c'est un choix qu'on a fait dans notre vie pour Hebron, et c'est pour Eretz Israël. Et on accepte avec amour tout ce que Dieu fait. Une tragédie qui l'a rendue intransigeante. Pour elle, la solution serait d'expulser 2,5 millions de Palestiniens hors de Cisjordanie. Oui, pourquoi pas? Si on peut se permettre de transférer des Juifs, pourquoi pas transférer des Arabes? Je pense qu'il y a suffisamment de place. De toute façon, il y a 127 pays arabes dans le monde, pourquoi pas? S'il y a déjà quelqu'un qui dérange, ce sont les Arabes, ce sont eux qui doivent partir, pas nous. Elle a recueilli sa fille dont le mari est en prison. 17 mois ferme pour transport illégal d'explosifs. Aurital, 24 ans, 4 enfants, vit au milieu de ce que les Israéliens appellent la jeunesse des collines. Difficile de les découvrir, ils se cachent dans des caravanes et des bus délabrés, loin des regards. De jeunes colons, encore plus radicaux que leurs parents. Incontrôlables, ils s'installent où bon leur semble et rejettent toutes les institutions traditionnelles. Certains refusent même de parler aux non-juifs. Je ne veux pas parler à ces journalistes, ça va rendre mon âme impure. Si j'avais la force morale d'affronter leur impureté, je leur dirais dans les yeux. Nous retrouvons ces jeunes face à l'armée pendant la démolition de cette synagogue construite sans permis. Dieu va se venger sur tous ceux qui détruisent cette synagogue. Le chauffeur de ce bulldozer sera maudit. Des expulsions spectaculaires, mais le lendemain, d'autres bâtiments seront échafaudés. Ces images servent peut-être à calmer l'administration américaine qui demande l'évacuation des colonies illégales à Ariel Sharon. Ariel Sharon le voici en 1981, ministre de l'Agriculture sous le gouvernement Begin. Le planificateur d'une colonisation qui sert, selon lui, à protéger l'État d'Israël. Ici, en Samarie, nous concentrerons nos efforts sur ces implantations. Depuis 30 ans, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont créé des colonies, malgré les résolutions des Nations Unies, malgré les accords d'Oslo. 5 janvier 2004, Ariel Sharon devant le congrès de son parti, le Likoud. Lorsqu'il y aura un accord permanent, nous allons devoir renoncer à une partie des implantations juives. C'est le tollé. Alors Ariel Sharon joue-t-il un double jeu? Ou a-t-il changé de cap? En tout cas, quelques jours plus tard, à Tel Aviv, 100 000 colons manifestent contre ces velléités de démantèlement. Ce que Ariel Sharon appelle des concessions douloureuses. Dans la foule, un colon d'origine française, David. Ça me réjouit parce que si on regarde un petit peu la moyenne d'âge, on voit qu'on a affaire à des très jeunes. C'est la future génération, ça c'est le futur Israël. Et je crois que quand on a affaire à une jeunesse comme ça, eh ben on aura beaucoup de mal à penser un jour à déplacer, à démanteler tous ces jeunes qui sont venus par idéalisme. À la tribune, 4 ministres du gouvernement Sharon. Plus nous accepterons de concessions, plus nous nous affaiblirons. Et on nous accusera toujours d'empêcher la paix. Prends exemple sur ces braves colons, Ariel Sharon. La terreur ne passera pas. La terreur ne nous vaincra pas. Et les députés du Likoud, ils sont là, ils sont à la tribune ce soir, ils sont ici derrière nous. Ils disent non, Ariel Sharon. Jusqu'à là, on était avec toi, mais maintenant, c'est terminé. On ne te suit plus. Nous accompagnons David Shapira vers la colonie où il habite, en suivant un itinéraire spécialement conçu pour les colons. Des routes comme celle-ci, qui contournent les localités palestiniennes et relient les implantations. Elles quadrillent la Cisjordanie et compliquent la circulation des Palestiniens. D'après les colons, une nécessité. Si j'ose m'aventurer à l'intérieur d'un territoire arabe,
territoire palestinien, j'aurai toutes les chances de me faire lyncher. Et donc, nous ne pouvons plus emprunter les mêmes routes que les Arabes. Shalom. David veut nous convaincre qu'il n'est pas un colon, au sens littéral du terme, et qu'il est bien chez lui, à Bethel, une petite ville de 5000 habitants, au cœur de la Cisjordanie. Alors il nous entraîne, accompagné d'un responsable de la mairie, vers ces vestiges archéologiques. Nous sommes les seuls conquérants au monde, que quand on creuse la terre qu'on a conquis, nous trouvons la trace de nos ancêtres. Ici, vous avez une cuve à vin, et vous avez des dizaines de sites comme ça, des bains rituels, des cimetières, des usines d'huile d'olive de l'époque. Et c'est pour ça qu'on est revenu ici. On est revenu à la maison. Le nom de Bethel est inscrit selon eux dans la Bible. Alors qu'importent les lois des hommes. Même l'air inspire la sainteté ici. L'air, simplement, le sol, tout. Nos ancêtres ont vécu ici, je vois pas pourquoi. C'est bien avant que les Arabes soient là. Palestiniens, etc., peu importe comment on peut les appeler. Si pour des raisons de paix, on vous demande de partir? Ça, c'est sûr que si le gouvernement demande de partir, on partira, tant pis. Mais ce sera pour revenir encore plus, avec plus de force un peu plus tard. Une conviction imperméable à toute contradiction. David diffuse cette bonne parole sur Internet. Quant à l'avenir politique des Palestiniens, il se montre très réservé. Je vois quelque chose qui ressemblerait à un État, ce que j'appellerais État minus, c'est-à-dire un genre de fédération autonome qui pourrait s'autogérer dans les affaires civiles. Pour cet État minus, pas d'armée, un territoire morcelé et des pouvoirs limités. Les Palestiniens peuvent-ils l'accepter? Adversaire des colons, Dror Etkes, chef d'équipe de l'observatoire de l'organisation israélienne La Paix Maintenant. Chaque semaine, il prend l'avion et surveille les avancées de la colonisation. Nous sommes maintenant à Tel Aviv et puis nous allons voler autour d'Hébron. Vous voyez toutes ces colonies. Vue du ciel, l'étendue des terres sous le contrôle des colons impressionne. Il y a de nombreuses routes qui partent des colonies. Et c'est un moyen qu'ont trouvé les colons pour agrandir la surface de ces colonies. Vous voyez, elles ne sont pas très étendues. Mais avec ces routes, les colons contrôlent une zone 3-4 fois plus grande. La mission de Dror, traquer les avant-postes, une centaine, qui pourraient être la base de nouvelles colonies. Vous voyez là à droite ces containers blancs? Vous voyez là, à côté de la route? C'est une manière évidente d'agrandir les colonies. Je vais aller au ministère de la Défense avec la photo et je vais leur dire, espèce d'enfoiré, regardez ce que vous laissez faire. Vous voyez là cet avant-poste? Le gouvernement a annoncé qu'ils allaient le démanteler la semaine dernière. Depuis, rien n'est arrivé. Migron, l'avant-poste le plus important en Cisjordanie. Un avant-poste s'installe comme ça. On pose des antennes téléphones au sommet d'une colline, un gardien s'installe, puis sa famille, des proches. C'est illégal, mais en quelques semaines, une petite colonie voit le jour. Pour la protéger des chiens d'attaque. Ils sont, paraît-il, très efficaces. Mais cet avant-poste est-il vraiment illégal? En tout cas, ce sont des employés des services publics qui viennent poser l'électricité. Entre Dror et ce colon, c'est un dialogue de sourds. Dror rêve de rallier autour de lui des milliers d'Israéliens qui encercleraient Migron pour la faire évacuer. Le colon prétend que son avant-poste est sur le point d'être légalisé par le gouvernement. Un débat sans fin. Pendant ce temps, la clôture de séparation gagne du terrain. À certains endroits, elle s'enfonce déjà de plusieurs kilomètres en Cisjordanie pour protéger le maximum de colonies. Le tracé à venir n'est pas encore exactement défini, mais il pose déjà problème. Pour ceux qui s'y opposent,
Ce tracé dessine sans doute les frontières du futur État palestinien, réduit à une simple enclave. Le dossier devrait être examiné par la Cour internationale de justice de La Haye. La bataille du mur commence. Le sort des implantations est un enjeu crucial en Israël. Coup de bluff ou pas, Ariel Sharon a déclaré qu'à terme, selon lui, il n'y aurait plus d'implantation juive à Gaza, aux grandes dames des colons. Emmanuel Navon est membre du Likoud, le parti d'Ariel Sharon. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle solution pour ces colons? Est-ce que Israël n'est pas quelque part l'otage aujourd'hui de cette population qui est très minoritaire quand même? D'abord, je crois que le problème, le terme lui-même de colon est, je dirais, insultant. Puisque dire qu'un juif qui habite dans sa patrie historique est un colon est une aberration historique. Le fait qu'effectivement il s'agisse d'une population juive dans une région qui n'a pas de statut juridique final défini pose un problème effectivement qui peut être résolu dans le cadre de négociations. Si on parle d'une solution de 2 États pour 2 nations, un État juif pour les juifs, un État arabe pour les arabes. Je vous rappelle que dans l'État juif, dans l'État d'Israël, nous avons 20% de citoyens arabes, nous avons des citoyens arabes à Jaffa, à Haïfa ou d'autres villes. Alors pourquoi, dans le cadre d'une solution de 2 États pour 2 nations, n'aurait-il pas d'habitants juifs dans l'État arabe? La solution de 2 États pour 2 nations n'implique pas forcément l'absence d'une minorité. La question, elle est simple. Où va Israël? Je crois que nous sommes sur le seuil de décisions historiques et stratégiques qui n'ont pas été prises ces 30 ou 40 dernières années et qu'après la séparation unilatérale qui est en train d'être appliquée, nous aurons un État juif souverain avec une majorité juive. Malheureusement, l'OLP n'a pas voulu de cette paix qui lui a été offerte. Elle devra se contenter de ce qui lui reste face à un État juif qui continuera de se défendre, qui n'acceptera pas cette méthode hypocrite de faux accords pour améliorer sa situation stratégique face à Israël, et que nous aurons un État juif souverain, bien entendu qui ne sera pas sur la totalité de la terre d'Israël. Nous devrons renoncer à de nombreuses parties de cette terre historique, mais nous pourrons réinvestir notre énergie nationale dans l'éducation, dans la science, dans la culture, et nous défendre face malheureusement à des voisins qui ne nous ont toujours pas acceptés comme État juif souverain. Il y a un sondage qui a fait beaucoup parler de lui en Israël et en Europe, qui place ce pays en tête des pays les plus dangereux pour la paix du monde. Sondage réalisé auprès de 15 pays européens et 15 pays de l'Union européenne, et 11 de ces 15 pays ont placé Israël en tête. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? Je ne connais pas d'autres pays au monde où on pose en question, on remet en question la légitimité même du pays à la lumière de sa politique. Je crois qu'un des problèmes dans la façon dont l'Europe perçoit Israël, c'est que beaucoup d'Européens perçoivent Israël comme une espèce de cadeau qui a été donné par les Européens, comme un dédommagement contre la Shoah. Et bien entendu, cette représentation est fausse. Ce pays ne nous a pas été donné, c'est notre pays, nous l'avons construit nous-mêmes. Bien avant la Shoah, ce n'est pas un cadeau européen, et que c'est aux Européens de résoudre ce problème de perception vis-à-vis d'Israël. Le fait que nous ayons parfois une politique qui puisse déplaire ou une politique qui ne soit pas la bonne, c'est très possible. C'est pour ça que nous avons une société démocratique pour critiquer cette politique et pour la changer en cas de besoin. Mais encore une fois, si cette critique c'est vis-à-vis du droit d'Israël à se défendre et à déterminer sa frontière de façon unilatérale, si cela ne plaît pas aux Européens, tant pis. Ce pays, un homme l'a rêvé. Theodor Herzl, qui est enterré ici, est l'un des pères fondateurs du sionisme. C'est lui qui, en 1897, a imaginé qu'un jour, il y aurait un État pour les Juifs quelque part dans le monde. Mais il était si peu religieux qu'il envisageait cette création dans des pays comme l'Argentine ou l'Ouganda.
C'est finalement en terre biblique qu'Israël est né, sous la pression des religieux, qui y jouent depuis un rôle fondamental. Alors, quelle est la réalité de ce pouvoir religieux? Israël est-il une théocratie avant d'être une démocratie? La réponse avec Vincent Nguyen et Mathieu Drechou. Au marché de Jérusalem, chaque vendredi, c'est la même histoire. Venant d'un autre âge, quand arrive le soir, ils sortent de nulle part. Ici, on les appelle les Haredim, les craignants Dieu. Ils sont pressés, et à coups de corne, ils pressent les autres. Dans quelques minutes, ce sera Shabbat, jour du repos. Vendre et acheter sera interdit. Conduire un véhicule, manipuler quoi que ce soit d'électrique, interdit. Dieu en a voulu ainsi. Tant que les commerçants n'auront pas éteint les lumières et fermé boutique, la toque de fourrure leur sifflera dans les oreilles. Dans ce marché, comme dans tout le pays, les juifs ultra-religieux sont minoritaires. Les marchands se moquent un peu d'eux, mais au bout du compte, ils obtempèrent. Pur folklore ou vrai symbole? Quand peu après, une sirène annonce officiellement le début de Shabbat, ce ne sont pas les orthodoxes qui interdisent aux voitures de traverser leur quartier, mais la police de Jérusalem. Shabbat Shalom. La ville sainte observe un silence pieux et Israël s'interroge sur la place de la religion dans sa démocratie. Le soir même, dans le quartier branché de Tel Aviv. Ordinateur, téléphone portable et musique, un soir de Shabbat c'est péché. Et alors? Ici on fait la fête. Et on consomme autant d'alcool que d'électricité. En Israël, il y a deux sortes de juifs. Ceux qui sont religieux et ceux qui ne le sont pas. Je ne le suis pas, alors je sors. Je respecte ma religion et je l'aime. Mais je veux qu'on me laisse vivre comme je l'entends. Cette jeunesse-là ne s'identifie pas par sa religion, mais par son pays. Juifs ou israéliens, tous font une distinction. Votre identité, c'est quoi? Israélienne d'abord, et juive ensuite. Israélien. Israélienne. Israël. État juif ou État des Juifs? Claude Klein a beaucoup réfléchi à la question. Cet universitaire a traduit le texte fondateur du sionisme, écrit par Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle. Dans ce texte, l'homme évoque plus une terre refuge qu'une terre promise. Herzl était un bourgeois de Vienne qui avait vécu à Paris, qui avait beaucoup voyagé et qui voyait une sorte de démocratie à l'occidentale. Et je crois qu'il le dit de façon extrêmement claire. Il a notamment une formule extraordinaire. Il dit nous garderons les rabbins dans les synagogues comme il faut garder les soldats dans les casernes. Mais en Israël, près de 10% des juifs sont ultra-religieux. Comme Shlomo, qui de ce monde va nous entrouvrir la porte. Il habite Mea Shearim à Jérusalem. Autour de ce quartier vivent des dizaines de communautés orthodoxes. Elles ont des règles et des codes vestimentaires distincts, mais le néophyte n'y voit que du noir. Vivre en Israël, pour les Haredim, c'est d'abord un paradoxe. Pour eux, seule l'arrivée du Messie aurait justifié la création d'un État hébreu. Mais ils habitent quand même en Terre Sainte, parce que c'est un des préceptes divins qu'ils doivent observer. Il y en a 613 en tout, 248 obligations et 365 interdits règlent leur vie. Ici, on regarde le visiteur de travers, et on en exige une tenue correcte, surtout pour les dames. Pas de décolleté, pas de manches courtes, pas de jupe courte, pas de pantalon et pas d'habits trop moulants. Pourquoi? Parce qu'ici l'éducation c'est... On essaye de... pas de cacher, mais on essaye de protéger les enfants de tout ce qui est pros, tous les problèmes de ce monde, etc. Donc ils veulent pas que ça rentre dans leur... comme ils disent, c'est notre quartier et c'est notre mode de vie, il faut pas déranger. Alors, les hommes en noir n'aiment pas être filmés.
Ils n'aiment pas la télé, d'ailleurs ils ne l'ont pas. Trop moderne. Ici, plus la famille elle grandit, chaque année il faut rajouter un petit balcon et chaque année il faut murer le balcon de l'année précédente pour transformer ça en chambre pour les enfants. D'abord les enfants ils viennent, ensuite on s'adapte. S'adapter, c'est exactement ce que fait Shimon à quelques pas de là. Quelques gâteaux et l'on va peut-être pouvoir s'entendre. 14 enfants, ça fait du bruit. Bravo madame, vous avez bien du courage. Chaque matin, votre mari remercie Dieu de ne pas l'avoir fait femme et vous gardez la foi. Le premier commandement de la Torah, c'est croisser et multiplier sur cette terre. Dieu nous a commandé de peupler la terre. Et parce que nous apportons des enfants, Dieu nous offre ses bienfaits, sa Torah et beaucoup de joie. Eliezer est le petit dernier et il le restera. Le rabbin, unique décideur en matière de contraception, a autorisé ses parents à souffler un peu. On a voulu depuis longtemps arrêter, mais bon, Baruch Hashem, ils sont là et on les fait grandir, on est content avec eux et c'est toute notre joie, c'est toute notre vie. Ici, l'idéal féminin est d'élever une famille nombreuse et celui de l'orthodoxe mâle, d'étudier la religion. Les fils de Shimon se pencheront sur la Torah et le Talmud toute leur vie, comme papa. Ils passeront des heures dans les yeshivas, ces écoles talmudiques. Là-bas, en se balançant pour se concentrer, on apprend. Et on échange ses interprétations. Exemple. Si Dieu interdit à un juif de porter une lame à son visage, peut-il quand même utiliser un rasoir électrique? Oui, répond Shlomo. Non, répond Shimon. Ces écoles sont subventionnées par l'État et les étudiants exemptés d'armée. Cet avantage date de la création d'Israël. Ben Gourion, le premier dirigeant du pays, avait alors établi un pacte avec les religieux qu'on appelle le statu quo. Pour que les hommes en noir laissent se construire un État dont ils ne voulaient pas, Ben Gourion a fait des concessions. Israël, par exemple, n'aura pas de constitution, à la demande des religieux pour qui seule la Torah fait loi, même s'ils n'ont pas manqué plus tard de s'engager en politique. Au début, ils étaient peu nombreux à la Knesset, et leur présence était plutôt symbolique. Mais par la suite, quand le paysage politique s'est vraiment dessiné avec une droite et une gauche, les partis religieux ont grandi et ont augmenté leur pouvoir en s'imposant comme la seule force capable de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Voilà pourquoi un parti ultra-religieux comme le Chasse fut de presque toutes les coalitions jusqu'à l'année dernière. Voilà pourquoi les étudiants orthodoxes ne font toujours pas le service militaire, même si de 400 du temps de Ben Gourion, ils sont maintenant 60 000. Faire l'armée en Israël, ça veut dire donner au minimum 2 ans de sa vie pour les filles, 3 ans pour les garçons, risquer sa peau pour son pays. Et les laïcs là-dessus ont un profond sentiment d'injustice. Le statu quo, c'est aussi le contrôle par le grand rabbinat de la nourriture cachère. Dans les cantines des administrations, un rabbin veillera toujours à ce que les fonctionnaires ne mélangent pas viande et laitage. Les hôtels ont généralement leur rabbin, mais ils n'y sont pas obligés. Le
domaine où le statu quo pèse plus directement sur la vie des Israéliens, c'est l'état civil. Qui a le droit de se marier, de divorcer ou d'être enterré dans un cimetière juif? Ce sont les tribunaux rabbiniques qui décident, avec le Talmud en guise de code civil. Et s'il y a un doute sur la judaïté d'une personne, ce rabbin n'autorisera pas son mariage au nom de la survie du peuple juif. Le seul petit peuple qui a survécu depuis 3000 ans, alors que de grandes civilisations ont disparu, c'est le peuple juif. Et c'est la Torah qui l'a préservé. Le mariage est le ciment du peuple juif. Autrement, nous finirons tous goy. Certains sont interdits de mariage parce qu'ils ne sont pas assez juifs, d'autres parce qu'ils le sont trop. C'est le cas d'Alon Cohen et sa compagne Sima. Cohen était il y a 3000 ans le gardien du temple de Jérusalem et les religieux ont vis-à-vis de sa descendance certaines exigences, comme par exemple ne pas épouser une femme veuve ou divorcée. Sima est divorcée, mais Alon Cohen est fou d'elle et s'est mis en tête de l'épouser. Face au refus du rabbin, le couple a envisagé toutes les solutions. Je pouvais essayer de prouver que mon premier mariage n'avait pas été célébré par des bons juifs. Aux yeux des religieux, je n'aurais donc jamais été vraiment mariée et donc pas divorcée. Mais ce n'était pas le cas. Alors, on m'a dit, peut-être que tu peux prouver que ta mère a été violée. Et que donc, ton vrai père n'est peut-être pas un Cohen. J'ai dit, mais vous êtes fous? Mon père est mon père et ma mère est ma mère. Mauvaise idée. D'autant qu'une autre loi juive interdit aux enfants adultérins de se marier pendant 10 générations. Alors Alon et Sima se sont passés du rabbin. Ils ont fait une belle fête entre amis. Et ils se sont mariés quand même. Enfin, pas tout à fait. Comme le mariage civil n'existe pas, ils ont signé ensemble un contrat devant une avocate. Ce mariage, même symbolique, est pour cette avocate un acte de résistance laïque. Les enfants Cohen auront les mêmes difficultés. Donc on ne résout pas le problème. Et tant que l'État d'Israël n'aura pas adopté le principe du mariage civil, le nombre de problèmes de ce genre va s'accroître. Et à la fin, je pense que le système ne conviendra qu'à une petite minorité. Irit Rosenblum a commencé il y a 2 ans en mariant un couple d'immigrés russes dont les rabbins ne voulaient pas reconnaître la judaïté. Son organisation, Nouvelle Famille, a célébré l'année dernière le vrai faux mariage de 400 couples en Israël. Et ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai beaucoup de pression, mais pas trop agressive. Les religieux attaquent plutôt en justice. Ils enquêtent et essayent de chercher la petite bête dans nos affaires. Mais jusqu'à présent, ça va. On survit. On continue le combat encore et encore. Et je crois qu'on va gagner. Parce que chaque année, nous avons de plus en plus de gens qui s'adressent à nous. De plus en plus de couples choisissent aussi de prendre le large. Grâce à des agences spécialisées, ils vont se marier civilement à Chypre, puis régularisent leur union à leur retour. Fuir son pays pour échapper au rabbin, malaise. Que veut dire statu quo dans une société moderne en pleine évolution? Sa population change. 1 million d'immigrants russes moins pratiquants viennent d'arriver. Des restaurants ouvrent pendant Shabbat. Et l'on trouve même des charcuteries pour vendre du porc, le moins cachère des aliments. Quand les religieux passent devant, ils font comme ça. Des fois, ça les rend dingues. Alors ils mettent de la colle dans la serrure. Ils veulent qu'on ferme. On a l'habitude de se chamailler avec eux, mais ça va. Lui ne se chamaille pas avec les orthodoxes, il les combat.
Tommy Lapid, l'ultralibéral, est devenu le porte-parole de la bourgeoisie laïque. Avec son parti, le Chinouille, il voulait l'année dernière remplacer les religieux dans l'échiquier politique. Il a réussi. À l'annonce du résultat des élections, il annonce sans complexe « Nous allons changer le visage de la société israélienne ». Le résultat, c'est que Lapid a été très fort, puisqu'il est venu chez Sharon en disant « Voilà, moi j'entre dans ton gouvernement, mais sans les ultra-orthodoxes ». Et donc Sharon a cédé. Ça a été à la stupéfaction générale, puisque le Chasse avait soutenu Sharon, notamment aux élections de 2001. Le Chasse, parti ultra-orthodoxe, est donc écarté. Lapid devient ministre de la Justice et son ami Avraham Porras prend le ministère de l'Intérieur, jusqu'alors bastion des religieux. Le programme est libéral et sans concession avec les hommes en noir. Nous devrions mettre ces gens au travail. Nous devrions les convaincre de faire moins d'enfants. Et ils devraient faire partie de nos forces armées. Car nous sommes malheureusement dans une situation où nous avons besoin de l'armée. Nous ne pouvons pas accepter que des gens choisissent délibérément de ne pas travailler pour passer leur temps à étudier la Torah. Et tout ça aux frais de l'État. C'est impossible. Dans les rues piétonnes de Jérusalem, des religieux font la manche et confirment. Les temps sont durs. Les subventions aux études sont réduites, les allocations familiales aussi. Pour l'homme aux 14 enfants, les allocations, c'était le principal revenu. De 2200 €, elles ont fondu à 1200. Fini le temps où Shimon passait des journées entières à lire le Talmud entre deux barbes amies. Maintenant, je viens la matinée et je travaille une demi-journée aussi. Je fais un peu de transport d'enfants au Talmud Torah où mes enfants se trouvent. Ça me permet de joindre les bouts avec 14 enfants, les Aïnara. Il faut tenir le coup. Les hommes en noir, pour l'instant, font confiance à leur système de solidarité bien rodé. Chez nous, disent-ils, on ne peut pas mourir de faim. Ils font le dos rond en attendant que l'orage passe, car il passera, c'est sûr. La presse orthodoxe en est persuadée. Le gouvernement ne pourra pas s'attaquer longtemps aux acquis des religieux. Ben Gurion a tout fait pour qu'il y ait un statu quo qui soit instauré. Aujourd'hui, on le remet en question et l'argument que nous opposons à cela avec beaucoup de force, c'est que c'est une inconscience totale. Ça amènerait à une catastrophe rapide entre nous et vraiment la dissolution d'un État. La minorité orthodoxe a déjà montré qu'elle peut se mobiliser. En 99, pour manifester contre une Cour suprême jugée trop laïque, une marée noire avait submergé Jérusalem. Mais au fond, religieux et laïcs le savent. Entre leurs deux communautés, le divorce total est impossible. Question d'identité. Le seul ciment qu'il y ait dans cet État juif, c'est finalement ce qui se passe dans sa culture et dans son identité profonde. S'il n'y a plus de culture, s'il n'y a plus d'identité profonde, il n'y a pas de raison même d'être ici, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, tout ce qu'on peut espérer de la démocratie israélienne, c'est qu'elle tende vers un peu plus de laïcité, dans la société comme en politique. Mais en aucun cas, on ne peut envisager que l'État hébreu devienne un jour aussi laïque que la France ou les États-Unis. Difficile défi que celui d'Israël, à la fois démocratie moderne et terre promise. Les deux traits qui, sur le drapeau israélien, encadrent l'étoile de David, sont les rayures d'un châle de prière. Et quand sur le marché de Jérusalem, le soleil se couchera, le vendredi, les cornes de Shabbat feront toujours entendre leur voix.
של הדולר ולמטבעות העיקריים כפי שהם נקבעים במסחר בדקות אלה. ין יפני 107 ין לדולר. Le sort des colons comme le poids du religieux sont autant de facteurs de crispation, voire même de blocage de la société israélienne. Mais en élisant 2 fois Ariel Sharon, les Israéliens ont choisi, une majorité d'entre eux pensent que pour vivre en sécurité, il faut se séparer des Palestiniens, quitte à accepter des situations d'exception. Nous sommes au barrage de Kalandia, près de Ramallah. Voici les femmes israéliennes de l'association Martom Watch. Elles ne sont pas bien nombreuses, un peu plus de 200 dans le pays. Elles se relaient pour essayer d'empêcher les débordements de l'armée face aux Palestiniens. Ce jour-là, comme très régulièrement, des incidents éclatent. De jeunes Palestiniens se sont approchés d'un peu trop près de la clôture de sécurité. Un véhicule militaire s'approche. Des soldats se déploient. Et très vite, sans sommation, vont ouvrir le feu. Balles en caoutchouc ou balles réelles, on ne sait pas. Mais cela provoque la colère d'Yvonne Mansbach, qui appelle immédiatement l'état-major pour décrire la situation. Quand ils ont vu les enfants se rassembler et grimper sur la colline, les soldats ont dit « Maintenant, on va passer un bon moment ». Ils m'ont dit ça. Et ensuite, ils ont couru jusqu'à la clôture, ils sont postés là et ont tiré directement sur les gamins. 3 gamins sont morts comme ça, à cet endroit. J'ai appelé le porte-parole de l'armée, je lui ai raconté ce qui se passait. Il m'a dit « Est-ce que les gamins s'en sont pris à la clôture ?» J'ai répondu « Un coup de pied dans la clôture, est-ce que ça justifie qu'on leur tire dessus ?» Il a dit non, je veux savoir ce que vous avez vu. S'ils ont tapé dans la clôture. C'est quoi votre sentiment? Je suis très en colère. Très en colère qu'ils agissent comme ça. Bien sûr, c'est une situation impossible pour les Israéliens. C'est terrible. L'occupation, la façon dont on domine le moindre aspect de la vie de ces gens, c'est vraiment dur pour moi de voir ça. Et ça me déprime vraiment. D'abord, on détruit leur vie et notre société n'en souffre pas, comme une société fasciste. Vous voyez, ils continuent de tirer. Le soldat avance vers la clôture, il tire et ça lui fait plaisir. Mais vous savez que la plupart des gens en Israël aujourd'hui sont d'accord avec ça. Ils ne remettent pas en cause la politique du gouvernement. Et petit à petit, leur mentalité évolue. Par exemple, l'officier m'a dit « Est-ce qu'ils s'en sont pris à la clôture ?» Les gens commencent à penser que toucher à la clôture est un crime passible de la peine de mort. Ils ne remettent pas en cause l'absurdité, l'immoralité de tout ça. Une liberté de parole, une révolte qui ne trouve que peu d'écho dans l'Israël d'aujourd'hui. Cet incident est tellement commun qu'il ne fera pas l'objet d'une ligne dans la presse israélienne. Nous sommes dans les locaux d'Haaretz, l'un des grands quotidiens du pays, qui relate sans complaisance le conflit avec les Palestiniens et ses conséquences. Plus de 3 ans d'intifada qui pèsent moralement sur la société israélienne, mais aussi économiquement. Nous avons rendez-vous avec Daniel Ben-Simon, un homme plutôt à gauche, un des grands éditorialistes du journal Haaretz. Daniel Ben-Simon, bonjour. Bonjour Thierry. Alors Israël traverse une crise économique sans précédent. Pour quelles raisons et quelle est la nature de cette crise finalement ? C'est la guerre avec les Palestiniens qui a cassé l'économie israélienne, qui était une des plus belles économies, une économie qui prospérait. Pendant les années 90, je crois qu'on appartenait au premier monde. Et aujourd'hui, on appartient peut-être au deuxième et on risque de tomber au troisième. Alors, la population, elle est quand même pas pauvre. Elle apparaît pas pauvre quand on se promène dans les rues de Jérusalem ou dans les rues de Tel Aviv. Mais je dirais qu'il y a plus de pauvres aujourd'hui qu'il y avait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
le seuil de pauvreté est beaucoup plus grand. Et on est aujourd'hui 7 millions d'Israéliens. Je dirais que la moitié de la population est au-dessous du seuil de pauvreté. La moitié? La moitié, c'est pas une pauvreté absolue, c'est une pauvreté, je dirais, les gens ont à manger, mais ils sont moins à l'aise, ils ne peuvent pas se permettre de vivre comme il faut. Je dirais qu'on est pauvre, relativement parlant, en face de la France ou des États-Unis, c'est ça. Mais on n'est pas pauvre comme l'Inde ou le Pakistan ou l'Afghanistan. Alors en même temps, Israël a une armée surpuissante, investit beaucoup dans le budget de la défense. Ça veut bien dire qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais malheureusement, le problème d'Israël, ou peut-être la tragédie de ce pays, c'est qu'elle n'a pas un jour de repos. Ce pays n'a pas un jour de repos parce qu'il est constamment sécuritaire. On a un Premier ministre qui passe 24 heures par jour sécuritaire. On a un gouvernement sécuritaire. On a un programme de vie sécuritaire. Ça se traduit comment? Ça se traduit parce que l'argent va vers la sécurité. Les meilleurs gens, les meilleurs cerveaux vont vers la sécurité. Je dirais on travaille pour l'armée aujourd'hui. À quelle hauteur, finalement, les dépenses publiques vont vers la défense plutôt que vers le social, par exemple? Écoutez, je peux dire que les Israéliens ont perdu 30% de leur niveau de vie économique en 3 ans. C'est terrible. 30% en 3 ans parce que l'armée absorbe de l'argent. Le besoin sécuritaire, le besoin de maintenir la Cisjordanie, de maintenir l'intifada palestinienne, c'est des centaines de milliers de gens qui travaillent jour par jour. Afin de maintenir ça, ça coûte des milliards de dollars. Ces milliards viennent des gens comme moi, comme les gens qui travaillent ici. 2 fois, on nous a coupé le salaire ici, afin de maintenir l'effort militaire. C'est pas seulement nous, c'est tous les Israéliens. Combien de temps cela peut-il encore durer? Tenir comme ça? Je crois que les Israéliens, malgré la réussite dans toutes ces guerres, sont dans un état de lassitude. Et je crois qu'il y a un cri général d'essayer l'option de la paix. Est-ce qu'on peut vivre naturellement ici ou pas? Si on arrive à la conclusion qu'on est une caserne militaire et qu'on doit vivre comme des militaires, je crois qu'on a perdu le sionisme. On a perdu l'âme de cet État. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, malgré ce qui s'est passé, malgré 55 ans un bain de sang entre nous les Arabes, il faut essayer de tourner la page autrement. En se séparant donc? Séparation entre un État, pas de mur, un État aux Palestiniens, un État aux Israéliens, une séparation qui puisse donner la possibilité aux Israéliens de vivre et aux Palestiniens de vivre et vivre en paix avec les pays arabes. Sinon, pas d'État, pas de sionisme. Sans paix, il n'y a pas d'Israël. L'autre grand sujet d'actualité dont on parle beaucoup ici, mais qui est parfaitement inconnu en France, c'est la démographie. Par définition, Israël se veut un État juif et démocratique, mais en Israël même, il y a une forte minorité arabe qui a choisi la citoyenneté israélienne. Ces Arabes israéliens représentent près de 20% de la population et leur poids démographique va en augmentant. Officiellement, les Arabes ont les mêmes droits que les Juifs israéliens, mais vous allez le voir, la réalité est plus compliquée. C'est l'enquête de Tania Rachmanova. Il s'appelle Adel, Faour, Jamal, Fadi, Doua, Tamer. Tous, ils sont arabes israéliens. Comme eux, ils sont 1 200 000 en Israël, près d'1 habitant sur 5. Selon la déclaration d'indépendance, ils ont les mêmes droits que les habitants juifs, ils votent. Aujourd'hui, parmi 124 députés de la Knesset, 11 sont arabes. Et pourtant, ces arabes ne se sentent pas considérés comme des citoyens à part entière. Dans cet État, du Premier ministre au dernier employé du service public, chacun considère l'État comme un État juif, un État pour les juifs. Les Arabes ne sont que tolérés ici. Pour moi, cette attitude est déjà discriminatoire. La discrimination est-elle réelle? Comment se traduit-elle dans la vie quotidienne? Nous sommes allés à la rencontre de ces Israéliens que nous connaissons si peu, les citoyens arabes de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire dans vos chansons? C'est avant tout des chansons pour crier notre colère.
Quand vous êtes chez quelqu'un, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas faire ce que je veux chez moi, dans mon propre pays, ma propre maison. Ces garçons font partie du groupe rap Dam. Ils chantent la révolte des jeunes arabes d'Israël qui n'acceptent plus d'être les citoyens de deuxième classe. Leur source d'inspiration, Malcolm X, le rap noir américain et le groupe français IAM. Après les expulsions de 1948, ma famille a été envoyée ici. Ils voulaient que mon grand-père parte vers la Jordanie, mais quelque chose n'a pas marché, je ne sais pas quoi. Il est resté ici. Il fait partie de ceux qui ont eu de la chance dans ce cauchemar. Il a pu rester ici. Et toi, tu voudrais partir en Palestine? Non, je suis né ici, je veux rester ici. J'espère que mes enfants naîtront ici. Je veux même mourir ici, mais pas tout de suite. Je resterai ici où mes parents sont nés, et je resterai arabe. حياة امتحان واللي بيمتحنك معطيك امتحان اللي زيه ولا مرة كان واحنا بنسقط بننزل بننادي بعض وين يا وردة قد ما بندبل. 1948, c'est pour les Arabes de Palestine la Nakba, la catastrophe. L'État d'Israël qui proclame son indépendance est un État pour les Juifs. Ses dirigeants veulent la terre, mais pas ses habitants. Les Arabes fuient par peur des massacres ou sont chassés par l'armée israélienne. Presque 800 000 Palestiniens quittent leur pays pour la Jordanie, le Liban, l'Égypte ou la Syrie. Ils ne sont que 150 000 à rester à l'intérieur du nouvel État. Jusqu'en 1965, ils vivront sous un gouvernorat militaire qui surveillera et limitera leurs déplacements. Mais ils ont la citoyenneté avec une mention supplémentaire. Arabe, musulman et libre. Ce vieillard habite Araba Naïm, un village qui ne figure sur aucune carte officielle car il n'est pas reconnu par l'État d'Israël. En 1965, ces Arabes ont vu l'armée confisquer leur village pour en faire un champ de tir. Ces paysans ont refusé d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Ils ont monté ces baraquements à côté du nouveau terrain militaire. Ils y sont toujours. 700 habitants de ce village, tous citoyens d'Israël, vivent ici sans route, sans électricité et sans eau courante. Nous avions beaucoup de terres, mais ils ont tout confisqué. Il nous reste encore un tout petit terrain, mais nous ne pouvons pas construire parce qu'il faut un permis. Ça fait 55 ans qu'on le demande, ce permis. Ils nous disent que nous devons attendre. Alors on attend, toujours. Nous sommes 25 dans la famille. En hiver, on se rassemble ici, tout le monde, les adultes et les enfants, autour de ce poêle pour se chauffer. Et on reste ici, c'est ça notre vie. En Israël, aucun village juif ne connaît de telles conditions de vie. Coincé entre les terres d'un kibboutz et un champ de tir de l'armée israélienne, le village Arab al-Naïm peut être rasé par la police à tout moment. Salut, comment ça va? Ça va. Rien ne change, on résiste. Mohamed préside l'association des villages non reconnus d'Israël. Ici, son association a organisé la construction de cette route pour accéder au village. Nous avons eu beaucoup de problèmes ici parce que cette route est illégale. Ce sont les gens eux-mêmes, notre association, nos hommes politiques, qui se sont organisés pour construire cette route. Elle est illégale, mais les autorités ont laissé faire. Le combat de Mohamed est de faire reconnaître par l'État les 55 villages arabes illégaux qui abritent aujourd'hui au minimum 70 000 habitants. Les Arabes d'Israël ne vivent pas tous dans des bidonvilles. La plupart d'entre eux ont des maisons confortables et un niveau de vie bien supérieur à celui des Palestiniens ou même des Arabes des pays voisins. Mais leur problème principal reste la terre. En Israël, 93% de la terre appartient à l'État.
Ici, on ne la distribue qu'aux Juifs et presque jamais aux Arabes. L'histoire d'Adel illustre bien cette inégalité. Infirmier à l'hôpital, Adel gagne bien sa vie. Sa famille, comme beaucoup d'autres, est bien intégrée dans la société israélienne. C'est d'ailleurs en hébreu qu'Adel a choisi de nous raconter son histoire. J'ai vécu une longue période dans le secteur juif, pas loin de Tel Aviv. Il y avait beaucoup de Juifs dans la région et on voyait le progrès de leur qualité de vie, avec une bonne éducation, de bonnes écoles, au village ou en ville. Tout ça n'avait pas d'importance quand j'étais seul. Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai voulu leur donner une bonne éducation. Un jour, Adel découvre une annonce qui invite les citoyens d'Israël à venir s'installer dans une ville nouvelle, Katsir. Une belle école, une piscine, des espaces verts, un endroit idéal pour élever ses 4 filles. Adel se présente alors au conseil municipal de Katsir pour déposer la demande d'un permis de construire. À ma surprise, j'ai vu au conseil les gens que je connaissais. Je les avais soignés, je les côtoyais. Ils m'ont dit « Comment vas-tu ? C'est sympa de venir nous voir. Tu veux un café ?» Je leur ai dit « Je ne suis pas venu pour boire un café. Je suis venu parce que je veux habiter ici. » Ça a fait l'effet d'une bombe. Ils se sont concertés entre eux et ils m'ont dit « Tu es sympa, on t'aime bien, on ne veut pas t'embêter, mais tu perds ton temps ici. On va appeler un chat un chat. Ici, on n'accepte pas les Arabes. » Adel refuse de se résigner. Il est le premier Arabe à avoir osé porter plainte pour discrimination raciale. 7 années de bataille juridique. En 2002, la Haute Cour israélienne rend son verdict. Adel Kaadan, citoyen d'Israël, peut acheter une concession à Katsir. 2 ans plus tard, Adel n'a toujours pas de permis de construire. Le conseil municipal de Katsir, sous divers prétextes, refuse de lui vendre un terrain. Adel continue de venir à Katsir. C'est ici qu'il veut construire sa maison. Il est bien décidé à continuer de se battre pour réaliser son rêve. En Israël, la discrimination entre les Juifs et les Arabes ne concerne pas uniquement le droit à la terre. Le devoir sacré d'un citoyen de ce pays est de défendre sa patrie. Comme ici à Tel Aviv, on voit des soldats partout. Le service militaire est obligatoire pour les Juifs, garçons et filles, mais pas pour les Arabes. L'armée forge des amitiés à vie, elle ouvre aussi le droit aux prêts immobiliers très avantageux, aux bourses d'études. C'est aussi un critère de sélection pour l'accès au travail. Nous sommes à Haïfa, 3e ville d'Israël. Cette ville a toujours été un des meilleurs exemples de cohabitation réussie entre Juifs et Arabes, qui représente ici 12% de la population. À Haïfa, la mixité existe à l'école et dans le travail, et malgré cela, les 2 communautés se mélangent rarement. À l'université, 20% des étudiants sont arabes. On y a même créé un centre judéo-arabe, l'un des rares lieux en Israël où la jeunesse des 2 communautés peut apprendre à se connaître. J'ai grandi à Haïfa, une ville mixte, mais je n'ai jamais rencontré d'Arabes. Je n'ai jamais eu d'amis arabes ni de voisins arabes. Mais au lycée, je me suis intéressée à la langue et à la culture arabe. Moi, je pense que nous, les Arabes, nous connaissons mieux les Juifs qu'ils ne nous connaissent. Avec le déclenchement de la 2e intifada en octobre 2000, tout bascule. Les jeunes Arabes israéliens sortent dans la rue pour manifester leur soutien aux Palestiniens des territoires. La police tire sur les manifestants. En 1 semaine d'affrontement, 13 Arabes israéliens sont tués. Un choc pour tout le pays. Je me rappelle très bien de ces événements en octobre 2000. J'ai été blessé. Je suis resté une nuit à l'hôpital après que la police m'ait passé à tabac. Sans crier gare, la police nationale, notre police, a tiré sur nous, des citoyens de leur propre pays. Maintenant, la vraie question est de savoir si la partie juive de ce pays peut accepter de vivre avec nous et de changer des choses, y compris le drapeau ou même la définition de l'État comme un État des Juifs.
Changer le drapeau? Pourquoi? Parce que c'est un symbole juif. Comment Jamal, en tant que musulman, peut-il s'identifier à ce drapeau? Je peux le comprendre. Moi, je suis juive. Le judaïsme est une partie très importante de ma culture, mais je le comprends. Et toi, tu accepterais de t'incliner devant un drapeau musulman et un hymne en arabe? C'est le blocage. Même avec de la bonne volonté, ces étudiants juifs et arabes ne peuvent pas s'entendre sur ce qui touche au fondement même de l'État d'Israël. Comment concilier la définition d'un État juif et démocratique avec l'émergence d'une communauté arabe toujours plus importante? Selon Benjamin Netanyahou, ministre des Finances, c'est la principale menace à venir pour Israël. Nous avons un problème démographique. C'est vrai, nous avons un problème démographique. Pas avec les Arabes palestiniens, mais avec les Arabes israéliens. C'est une question de nombre. S'ils s'intègrent bien, mais qu'ils arrivent à être 35, voire 40% de la population, alors il n'y a plus d'État juif. Ça devient un État binational. Si la population arabe reste à 20%, comme aujourd'hui, mais que les relations continuent à être tendues, violentes, comme maintenant, ça détruira le tissu démocratique de notre société. Comment Israël répondra-t-il à cette question? Pour l'instant, la solution est d'intégrer davantage les Arabes d'Israël dans la vie économique du pays. Mais selon certains sondages, 30% des Juifs israéliens seraient pour une autre proposition. Un transfert, concrètement, une expulsion des Arabes israéliens. Bien sûr, nous avons peur du transfert, mais on ne partira pas, on ne peut pas quitter notre patrie. Nous ne sommes plus en 1948. Nous sommes Israéliens et nous avons appris à nous battre pour nos droits. L'idée de l'expulsion des Arabes israéliens paraît pour la majorité du pays irréalisable. L'autre scénario évoqué par les plus hautes autorités israéliennes prévoit l'échange de territoires. Échanger, c'est-à-dire céder les villages arabes israéliens au futur État palestinien, alors que des colonies juives en Cisjordanie seraient rattachées à Israël. Une séparation pure et simple. Être humain, c'est le langage, c'est le rapport au langage. Israël a transmis aujourd'hui à la Cour internationale de justice de la Haye un dossier contestant sa compétence pour statuer sur la légalité de ce qu'il appelle... Pour conclure cette émission, nous avons rendu visite à Théo Klein. Cet avocat de 83 ans est l'ancien président du CRIF et il possède la double nationalité, française et israélienne. Théo Klein est un sage, un humaniste, une conscience. Il est l'auteur du Manifeste d'un Juif libre. Théo Klein, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, pour commencer cette interview, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Où va Israël aujourd'hui? Où va Israël aujourd'hui? Oui, c'est une question qui est très simple dans son apparence et très compliquée pour la réponse à donner. Je crois qu'Israël, aujourd'hui, est interpellé par les événements, est interpellé par Genève, les accords de Genève, est interpellé par l'incapacité d'aboutir à quelque chose d'autre que le renouvellement permanent de la violence. Et comme vous le savez, les attentats ne s'arrêtent pas et les représailles ne s'arrêtent pas. Et tout cela ne peut aboutir qu'à des désastres mutuels, d'ailleurs, parce que je crois que c'est aussi désastreux pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Que pensez-vous de ceux qui disent aujourd'hui qu'Israël est en train de vivre, de traverser une crise morale? C'est votre avis? Je crois qu'Israël traverse une crise qu'on pourrait considérer comme existentielle. C'est-à-dire qu'Israël est à la recherche de sa propre définition.
Vous voyez bien que le problème des frontières, c'est le problème de la définition d'Israël. Est-ce qu'Israël veut être un État démocratique à majorité juive? Et à ce moment-là, il faut qu'Israël se contente du territoire sur lequel elle est assurée de cette majorité? Ou bien est-ce qu'Israël veut reconstituer un royaume biblique sur les frontières du Jourdain, de la Méditerranée, de l'Égypte et du Liban? Le Grand Israël. Auquel cas, le Grand Israël, c'est l'État binational. Pourquoi ne pas définir ces frontières, finalement? Oui, non, mais votre question est parfaitement pertinente. Mais il faut constater que jamais aucun gouvernement israélien n'a défini les frontières d'Israël. Aucun. À aucun moment. À cause de Non, c'est un peuple qui se construit et qui a du mal à se construire. Mais cette crise existentielle dont vous parlez, finalement, la majorité des Israéliens n'en a pas conscience. Je pense que les Israéliens, aujourd'hui, la masse des Israéliens, elle est complètement bloquée par les attentats. On ne peut pas se rendre compte à quel point ces attentats bloquent la situation en Israël. Parce que ces attentats renforcent l'idée que l'on a fait pénétrer dans l'esprit des Israéliens que les Palestiniens veulent nous chasser. L'idée même des Palestiniens pouvant aujourd'hui chasser les Israéliens de leur territoire est une idée absurde. Quand on connaît les forces en présence. Bah oui, mais Israël est une superpuissance. Mais pourquoi toujours avoir sentiment de victime? C'est dans la population, et ça, c'est tout de même l'héritage de plus de 2000 ans. Où les Juifs étaient les victimes. Vous savez, quand on a joué le rôle de victime pendant des siècles, on sort difficilement de ce rôle-là. On a tout de suite l'impression que ça y est, ça recommence. Est-ce que ça passe, je dirais dire, pour qu'Israël arrive à maturité, en tout cas que sa population arrive à maturité, est-ce que ça passe par, entre guillemets, une mise au pas des colons? Ça passe d'abord par de l'intelligence, et ça passe ensuite par le respect. C'est-à-dire, en fait? C'est-à-dire, si moi, Israélien, je veux avoir un État, il faut que j'accepte que le Palestinien est un État. Et comme nous sommes sur la même terre, il faut qu'on trouve une formule. Et la formule passe par deux États. Alors, est-ce que c'est deux États ou deux souverainetés? On peut discuter sur les mots. Les Juifs veulent vivre majoritaire sur un territoire. On en a assez d'être toujours minoritaire, de se sentir toujours les obligés des autres ou être considéré comme ennemi par les autres. On veut avoir un endroit où on est chez nous et où on est tranquille. Nous devons accorder exactement la même chose aux Palestiniens. Et à partir du moment où on fixe ce principe-là, alors on peut parler de frontières, on peut parler de limites de souveraineté. Pourquoi ? Pas parce qu'il est clair que la population israélienne elle se trouve regroupée là et que la population palestinienne se retrouve regroupée de l'autre côté. Et donc si on admet le principe du respect des deux et de la souveraineté des deux, le tracé de la frontière, il se fait presque spontanément. Je crois qu'il faut essayer d'avoir des idées simples, mais des idées claires et des idées équilibrées. Je ne peux pas réclamer pour moi ce que je n'accorde pas à l'autre. En dehors de vous et de quelques voix, encore une fois, israéliennes, on a un peu l'impression qu'Israël reste un sujet tabou. Est-ce que, en tant qu'observateur, vous n'avez pas ce sentiment-là, finalement? C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas vis-à-vis d'Israël comme on se comporterait vis-à-vis d'autres États. Eh bien, écoutez, je suis de ceux qui le regrettent. Moi, je pense qu'on a le droit de critiquer tous ceux qui sont critiquables. Et il faut essayer de critiquer les gens à bon escient, avec des raisons sérieuses. Mais il n'y a pas de tabou qui doivent exister. Et le tabou qui existe est une réaction de quelqu'un qui, peut-être, ne se sent pas tout à fait à l'aise avec lui-même sur ce sujet. Et il y a quelque chose d'anormal dans le fait de se dire je ne peux pas dire à ce monsieur quelque chose que je lui dirais s'il n'était pas juif et que je ne vais pas lui dire parce qu'il est juif. C'est un début de discrimination. Je ne vois pas l'utilité de cette chose-là et je la regrette. Mais en même temps, je pense que de notre côté, quand nous sommes critiqués, il ne faut pas non plus que nous réagissions tout de suite en disant nous ne sommes critiqués que parce que nous sommes juifs. Je peux être critiqué pour beaucoup de choses, que je sois juif ou pas.
Il faut mettre les événements là où ils sont et les analyser pour ce qu'ils sont. Et ne pas mélanger tout et ne pas créer justement, recréer cette atmosphère extraordinairement dangereuse où vous n'avez pas le courage de me dire en face ce que vous pensez parce que vous avez peur d'être traité d'antisémite et où moi je vais réagir fortement à votre égard parce qu'au fond la raison pour laquelle vous êtes furieux, je ne veux pas en discuter parce que moi-même je ne sais pas si ma position est juste, alors je vous renvoie dans la figure que vous êtes antisémite. Non, ça c'est quelque chose, c'est un jeu trop dangereux. C'est la fin de cette émission au cours de laquelle nous avons tenté de comprendre Israël et sa politique. Israël, une société à la croisée des chemins qui se cherche et qui va devoir, vous l'avez compris, faire des choix historiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site france2.fr. Bonsoir, à très bientôt. En exclusivité pour RCJ, chanson pour Israël. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël.